bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 9e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction du Lucarne opposé. Au programme de l'émission qui place des coups du sombrero sur ses concurrentes, nous débrieferons le sursaut d'orgueil du Nigeria de Pierre-Marie Gosselin, puis l'élimination du Costa Rica avec Grégory Chaboch. Je vous ferai revivre l'émotion du bourreau des Ticos depuis Belo Horizonte avant que Marcelin nous rejoigne pour parler un peu plus de la rencontre. Nicolas Cougo nous parlera de la sombre affaire des cachiroles mexicains. Puis nous terminerons par un point sur le Mexique de Diego Tonatiuh Calmar, sur la Corée du Sud de Baptiste Morigal et sur la Tunisie de Farouk Abdou. Les aigles nigérians ont fondu sur leur proie islandaise, relançant un groupe D qui nous promet une troisième journée du feu de Dieu. Revenons sur la victoire du Nigeria avec Pierre-Marie. Hello Pierre-Marie, how are you? Bonsoir Simon, I'm very good. Everything's perfect tonight. Everything's perfect tonight, on dirait la chanson de d'Elton John. Ça sonne un peu comme la chanson d'Elton John du Roi Lion, mais je me souviens plus exactement le titre. Et on est là comme pour Elton John, Roi Lion, c'est un peu cliché, mais on est là avec toi comme d'habitude Pierre-Marie pour parler d'Afrique et du Nigeria qui s'est imposé, qui a plus que relevé la tête contre l'Islande, puisque le Nigeria a maté les Vikings 2-0 en seconde période, après avoir vécu une première période peut-être un petit peu plus compliquée, mais on a vu une autre équipe pour moi en seconde mi-temps, et aussi tu voulais nous parler du changement tactique qui était de la formation différente, en tout cas les choix tactiques de Gernot Rohr qui étaient tout à fait, qui ont pu apporter quelque chose de supérieur pour le Nigeria lors de cette rencontre. Oui, exactement. On en parlait un petit peu hier déjà avec la titularisation d'Ahmed Moussa qui était un petit peu annoncée. Ça a été le héros du match. Donc pour ce coup-là, bravo Gernot Rohr, sacré coaching. Mais c'est également surtout le passage à une défense à 3. Alors il avait un petit peu fait ça en préparation. On l'avait vu un petit peu en cours de match aussi dans le dernier match contre l'Autriche là, avant qu'il vienne du côté de la Russie. Et puis il n'avait pas osé dans le match pour le premier match. Et là pour le second, il a fait. Donc il a titularisé Omero dans l'axe avec Balogun Trostekong. Et surtout ça a permis de replacer Victor Moses à droite. Quand on sait que les latéraux au premier match ont été carrément fantomatiques, ça a permis de dynamiser un petit peu les côtés avec notamment en seconde mi-temps, comme tu l'as dit, la première mi-temps était un petit peu poussive, mais la deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux et ça a coïncidé avec l'entrée de Eboyi, le jeune latéral gauche qui a quelque part son activité a permis d'un petit peu mieux équilibrer son équipe et ça a permis aussi à Victor Moses d'être un petit peu plus dangereux en seconde période. Je ne me rappelle plus bien, pourtant j'ai regardé le match, mais j'avoue que j'ai un trou de mémoire là-dessus. John Obi Mikel, on parlait hier de sa position en tant que milieu défensif, en tant que numéro 10. Gernot Rohr préférait le voir en numéro 10. Mourinho avait dit que sa meilleure position était plus milieu défensif. Il a évolué à quel poste là pendant ce match-là? Écoute, ni l'un ni l'autre, il a été un petit peu plus milieu relayeur en position de numéro 8, comme ça, il a mis tout le monde d'accord. C'était pas encore du grand John Obi Mikel, mais c'était un petit peu mieux qu'au premier match, surtout en deuxième période, hein, comme toute son équipe, les Nigériens avaient le ballon en seconde période, donc on a pu le voir un petit peu plus. Il était un petit peu cantonné sur un côté, du coup, il n'avait pas forcément tout le jeu face à lui, mais c'était quand même pas mal. Avec Etebo qui était son alter ego dans un milieu à 3, un petit peu en V, avec Ndidi en position vraiment de milieu défensif, de sentinelle, et avec deux relayeurs, donc Etebo et Mikel, qui ont fait le job. Hein, donc on risque de les voir encore davantage contre l'Argentine. Alors ça va pas être sur d'énormes séquences, mais ça peut être une passe ou une percée qui feront la différence et qui pourront permettre au Nigeria de faire la différence. Mais c'était pas Zidane, quoi. D'accord. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que du coup que j'ai eu du mal à le situer dans mes souvenirs à quel poste il jouait, s'il a joué ni milieu défensif ni milieu offensif, s'il a joué le relayeur. C'est peut-être pour ça que je suis resté, mes souvenirs sont restés confus. Alors
Le Nigeria va maintenant rencontrer pour ce troisième match dans une poule où tout reste ouvert, hein, sauf la Croatie qui est déjà qualifiée avec 6 points. Mais là, entre l'Argentine, l'Islande et le Nigeria rencontrant l'Islande, tout reste ouvert. Est-ce que le Nigeria peut sortir l'Argentine? Bah, moi, j'ai envie de te dire oui, surtout quand on a vu le match de l'Argentine hier. Ils ont joué contre eux il y a un peu plus d'un an, en Russie aussi. Il n'y avait pas Messi, mais ils avaient fait 4-2, je crois, où justement ils avaient ce match-là beaucoup joué avec le 3-5-2, justement, ça les avait Victoire bien 4-2, oui, aidés. tout à fait. Franchement, ils ont raison d'y croire, ils auraient tort de ne pas y croire. Je pense qu'il risque quand même d'y avoir un petit peu ce complexe d'infériorité face à la grande Argentine et Lionel Messi. Mais à part ça, voilà, il faudrait pas qu'ils mettent 45 minutes à rentrer dans le match comme aujourd'hui parce que bon, ils pourraient se faire punir avant. Mais sinon, oui, le match, le scénario du match devrait être un régal pour eux, quoi. Une Argentine obligée d'attaquer à tout va, obligée de laisser des espaces derrière. Voilà, on a pu voir la vitesse de Moussa qui risque d'être de nouveau titulaire. Moses aussi, ça va très vite. Kelechi Iheanacho qui est là au milieu, enfin qui est en attaque et qui est capable aussi de distiller des bonnes passes. Donc ouais, moi voilà, ça va pas être facile, mais sincèrement, ils ont les moyens de pouvoir embêter cette équipe d'Argentine et même carrément de les battre si les Argentins défendent comme ils ont défendu hier. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, cette dernière journée du groupe D, on va la suivre avec attention parce que ça risque d'être assez fou. Merci beaucoup, Pierre-Marie, et on se retrouve pour le prochain match pour toi. La prochaine équipe, c'est le Sénégal. On se retrouve pour briefer un petit peu le match du Sénégal. Avec grand plaisir. Ciao, ciao, PM. Ciao, Simon. C'en est déjà fini pour les Ticos de Keylor, défait par le Brésil 2-0 après avoir résisté jusque dans les ultimes minutes de la rencontre. Retrouvons Grégory pour un nouvel instant, ça va bof. Bonjour Greg, comment vas-tu? Bah écoute, ça pourrait aller mieux, mais bon, malheureusement, la Coupe du Monde est déjà finie pour moi. Et oui, mais il reste plein d'autres équipes mais que tu pourras suivre. Et notamment la France, bien sûr. Mais c'est vrai que tes Ticos sont donc sortis de cette Coupe du Monde après leur défaite 2-0 contre le Brésil. Une défaite qui a mis énormément de temps à se dessiner. Et on a bien cru que les Ticos allaient tenir tête à la Seleção. Est-ce que tu y as cru? Oui, bah oui, je mentirais si je dirais non, mais je l'avais un peu annoncé hier. C'est vrai que c'était très compliqué, mais au fil des minutes, effectivement, j'y ai cru. Ça avait plutôt bien commencé. On avait vu des Ticos plutôt ambitieux, j'ai envie de dire, dès le départ, avec une occasion notamment qui part côté droit. Il me semble que c'est Gamboa qui combine avec Aurenia et un centre qui finit sur Celso Borges. Et malheureusement, le ballon n'est pas cadré. Mais je me dis, s'il continue comme ça peut faire un remake de États-Unis-Costa Rica et le Brésil va avoir de gros dangers. Et puis finalement, au fil des minutes, plus les minutes se sont égrenées et plus finalement le Costa Rica a reculé sans trouver d'espace dans le contre. Oureña faisait les mauvais choix. Puis ensuite, on a la sortie d'Oureña à la 50e. Le sélectionneur qui fait rentrer le Bolaños, qui est un ailier, donc qui décale Venegas dans l'axe. Venegas qui n'est pas du tout un joueur d'axe. Il n'a pas du tout bien joué les contres. On attendait Joel Campbell, je l'ai dit hier, j'attendais Joel Campbell titulaire. Finalement, il n'est même pas rentré une minute. Le sélectionneur lui préférant notamment Yacine Terreda rentre au milieu de terrain du poste pour poste. Moi, je m'attendais à le voir rentrer quand même en attaque pour essayer d'aller braquer ce match. Et finalement, aucun changement offensif, plutôt des changements poste pour poste. Et finalement, malheureusement, j'ai envie de dire une défaite assez logique. Le Brésil qui marque à la 91e. Ça tournait depuis quand même un bon moment en deuxième mi-temps. On sentait qu'en deuxième mi-temps, de toute façon, ça allait pas durer. Après, oui, évidemment, j'y ai cru. Bah oui, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que les Costariciens ont fait de mauvais choix. C'est surtout flagrant en première mi-temps où on ne dira pas que le Costa Rica a fait jeu égal avec le Brésil, loin de là, mais en tout cas, a su se porter vers l'avant. Voilà. Et dès le début de la deuxième mi-temps, tu vois que le Brésil met un peu plus d'impact, un peu plus de rythme dans ses transitions. Et là, totalement, le Costa Rica prend le bouillon, il recule énormément. Et tu sens que ça va pas tenir, à moins qu'il continue à jouer les contres. Et en fait, tu t'aperçois qu'il joue plus les contres parce que Venegas est totalement débordé. Bolaños a du mal à rentrer dans la partie. Brian Ruiz est totalement cramé. Donc, très, 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 très compliqué. Et c'est là que devait jouer le rôle du sélectionneur parce que je m'attendais, comme je l'ai dit, à une rentrée de Joel Campbell ou à une rentrée de Colin Dress qui pouvait aussi apporter quelque chose sur le côté. Finalement, le sélectionneur
Je pense honnêtement déjouer Oscar Ramirez. De toute façon, voilà, il a montré ses limites clairement. Hier, je faisais une comparaison entre lui et Laurent Blanc, et là, je pense que c'est à peu près le cas. Voilà, c'est une ancienne légende du football costaricien qu'on a recyclé en entraîneur, mais c'est pas un vrai entraîneur, c'est pas un vrai sélectionneur, c'est pas quelqu'un qui a un projet de jeu. Il a clairement pas de projet de jeu. Il a essayé de faire du copier-coller de 2014, et malheureusement, ça marche pas parce que, comme je l'ai dit, si vous me suivez sur Twitter, voilà, c'est la fin du c'est la fin d'une ère pour certains joueurs, c'est la fin de Brian Ruiz, c'est la fin de Bolaños. Une Je page pense qui se également tourne. une page qui se tourne, voilà, une page dont je suis tombé amoureux. Hein. C'est grâce à eux que j'en suis arrivé au Costa C'est Rica et à m'intéresser au Costa Rica. Donc c'est vrai que c'est dur de les voir finir comme ça, mais voilà, malheureusement, ils sont tombés face à meilleur qu'eux. Et je pense que le choix du sélectionneur va être important maintenant dans le futur. c'est Oscar ce que Ramirez. j'allais dire. Voilà, Oscar Ramirez, honnêtement, va être limogé. C'est une question de jours. Je pense qu'il attend. Là, la Fédé attend qu'il finisse son troisième match et ensuite. Et ben justement, à ensuite, propos de ce troisième match, c'est une page qui se tourne. Est-ce qu'ils vont quand même attendre ce troisième match pour complètement la tourner? Est-ce qu'ils vont réussir à rester concentrés, mobilisés pour jouer la Ouais, Serbie? bah après, mobiliser, ça reste compliqué quand t'es déjà éliminé et que tu le sais. Je pense que la meilleure des choses dans ce troisième match, ça serait de faire une belle fin à Brian Ruiz et compère, j'ai envie de dire, et aussi mélanger aussi avec des jeunes, que tu vois, pour un peu leur donner de l'expérience au haut niveau. Je pense à Ian Smith notamment qui est venu, un très très jeune latéral droit. Je pense que tu peux le faire jouer pour lui donner un peu d'expérience et de temps de jeu au haut niveau. Voilà, il faut aussi habituer cette nouvelle génération qui va venir prendre la place des anciens. Il faut déjà maintenant lui donner de l'expérience pour le futur, parce que malheureusement, pour cette génération, c'est déjà fini, et on doit penser à la suite. Moi, il y a un truc qu'il va falloir vraiment suivre côté Costa Rica, c'est la nomination du nouvel entraîneur. La Fédé a vraiment pas le choix. Il va falloir pas du tout se tromper sur le prochain sélectionneur. Il s'était trompé avec Paulo Wanchope, qui a totalement vrillé, et je suis pas sûr honnêtement que ça soit un super sélectionneur et un super entraîneur. On le verra cette année avec Cartagines, un club costaricien dont il va prendre les rênes. Mais voilà, on va tourner la page d'Oscar Ramirez, et j'espère qu'il y a un vrai sélectionneur qui va arriver avec un projet de jeu, même s'il est étranger, c'est pas grave, mais qui vienne avec un projet de jeu et refaire vibrer toute la nation Toute la costaricienne. nation. Ouais. Très bien, affaire à suivre donc. Et on te retrouvera quand même pour débriefer ce troisième match. Hein. Oui. Aussi, tu vas le jouer ce troisième match. Ouais, pas facile à jouer, surtout contre des Suisses qui ont gagné un match assez super difficile match. contre la Serbie là, il y a Super quelques match. minutes. Donc ouais, non, ça va être quand même costaud. sympa à voir, mais Très bien. assez inquiet par contre sur le niveau de l'adversaire quand même du Costa Rica, parce que même si le Costa Rica n'est pas sorti et a fermé la boutique, quand même assez inquiet du niveau de la Seleção, de ta Seleção. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Greg. Et puis, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao, Greg. Ciao, bonne soirée. Tristesse costaricienne donc, mais soulagement intense chez les Brésiliens. Je vous emmène maintenant dans le Minas Gerais pour revivre cette victoire au bout de l'angoisse. Ce vendredi matin, les avenues de Belo Horizonte paraissent bien moins embouteillées que d'ordinaire. Et pour cause, pour son second match de groupe, la Seleção affronte le Costa Rica à 9h du matin, heure locale. Le train-train quotidien de la capitale du Minas est donc prié de bien vouloir attendre quelques heures avant de commencer, et cas de force majeure, les bars de la ville sont exceptionnellement ouverts dès Potron Minet pour permettre aux Belo Horizontinos de communier comme il se doit avec leurs protégés. Alors, on retourne aux abords de la Praça Savassi, qui est bondée comme dimanche dernier, tout comme l'ensemble des terrasses qui l'habitent d'ailleurs, mais d'ailleurs au fait, tous ces gens dehors un vendredi matin, ils ont pas école, ils ont pas travail ou quoi? Pierre Alfaroba, directeur de l'Alliance française et très bon compagnon de ballon rond, nous explique. Bah oui, écoute, c'est une religion quoi. On avait la possibilité d'ouvrir cet après-midi, mais comme le match a lieu à 9h et qu'on sait que c'est la fête et qu'il y a des barbecues et qu'on boit de la bière dès 9h du matin, on s'est dit bon, on va peut-être pas être super productif cet après-midi, donc on a laissé congé à tout le monde.
Et tu m'as parlé d'un truc de convention collective, c'est carrément inscrit dans la loi? C'est qu'on appelle les syndicats pour demander comment on doit gérer les matchs du Brésil pendant la Coupe du Monde, et on nous demande expressément, sous réserve de plaintes possibles, de fermer, enfin de laisser en tout cas les employés sortir 1 heure avant le match, et avec la possibilité de revenir uniquement 1 heure après le match. Donc ça donne au minimum 4h30 de congés obligatoires pour voir les matchs. Quand on vous dit que la sélection est un symbole national. Allez, trêve de bavardage, place au jeu. Sur le terrain, les Or et Verts ont du mal à clairement rentrer dans leur match. Il faut dire que le Costa Rica, regroupé en défense, leur laisse peu de marge de manœuvre. Nous atteignons ainsi la mi-temps sur un score de parité pas folichon, malgré un but refusé pour un hors-jeu tout à fait valable de Gabriel Jesus. Au retour des vestiaires, les intentions sont plus marquées côté brésilien, les actions s'enchaînent. Et Neymar finit même par obtenir un penalty. Ah, attendez, l'arbitre demande à revoir les images. Et c'est non, le VAR, la VAR, a parlé. Ah, satanée VAR, quand elle n'est pas oubliée, elle tranche en leur défaveur. Elle n'est pas copine avec les Brésiliens, celle-là. En attendant, les minutes s'écoulent, et toujours pas de but. C'est grave, docteur? Bon, le Brésil va faire, c'est certain, vont faire 1-0 et on va gagner. Ici, pourquoi je suis brésilien? Bon, on garde espoir alors. Mais Neymar, pas encore l'air à 100%, qu'en dites-vous? Neymar, il est un peu trop gâté, selon moi. À mon avis, il devrait sortir et on devrait mettre un autre à sa place, là. C'est un enfant gâté. Et quelques noms d'oiseaux qui fusent ici et là confirment les propos de notre ami du jour. Certains demandent même sa sortie. Puis l'optimisme se transforme peu à peu en angoisse. Nous sommes maintenant dans le temps additionnel, les visages sont fermés. Sur le terrain, Marcelo balance un nouveau ballon dans la boîte à Ticos. Firmino remet dans l'axe de la tête, Gabriel Jesus contrôle, le ballon lui échappe, mais Coutinho déboule en deuxième rideau. Quel soulagement, la foule respire, on rit à nouveau, le plus dur est fait. Oh, mais attendez, ce n'est pas fini, les Or et Verts placent un contre éclair, Douglas Costa dépose tout le monde, passe dans l'axe pour Neymar. Meus Deus, meu Brasil, que d'émotion. Marcelin nous rejoint pour parler un petit peu plus de Rectangle Vert. Enfin, quoique. Bom dia, Marcelin, tudo jóia? Tudo bem você? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et on l'a vu dans l'Inside, tout va bien, mais ce fut long, intense et angoissant. Alors, on va revenir sur le match, sur le jeu des Brésiliens, mais on l'a vu avec le monsieur qui n'était pas très très content de la performance du Menino da Vila, de Neymar. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Neymar, toi, Marcelin?
Décevant encore une fois, même si je trouve qu'il y avait du mieux par rapport au premier match. Après, il a toujours été un peu agaçant dans les dribbles, mais j'ai trouvé un petit peu mieux en jambes. Après, c'est vrai que c'est que son quatrième match depuis son retour. Donc il y avait du moins bon, mais il y avait aussi des choses pas trop mal. Donc ouais, il faut qu'il fasse mieux, mais je reste assez satisfait quand même. À l'image des larmes de Thiago Silva en 2014 après le Chili, celles de Neymar à la fin du match qui éclatent en sanglots font déjà pas mal jaser sur le toit, dans les groupes WhatsApp au Brésil. Est-ce que tu ne penses pas qu'encore une fois, le Brésil montre j'ai le mot nervosisme qui me vient en tête, une nervosité qui peut lui faire défaut? Ouais, j'ai trouvé ça, je trouve ça un peu inquiétant. C'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont montré depuis 2 ans avec Tite, où il y a une vraie maîtrise dans le jeu, là on la retrouve pas sur ces 2 premiers matchs de Coupe du Monde, que je vois pas pourquoi il y a pas trop de raisons de paniquer. Mais c'est vrai qu'ils sont pas sereins. Après, je trouve que les larmes de Neymar aujourd'hui, c'est pas exactement celles de Thiago Silva, où lui c'était pendant la séance de tir au but. Là, c'est après le match, il a marqué un but qui est fédérateur pour lui, donc ça me semble un peu différent par rapport à 2014. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour lui, derrière, là, il y avait un vrai soulagement. Tu me diras, avec les pénaltys de Thiago Silva, il y avait un soulagement, mais il revient pas du même. C'est pas le même contexte. Neymar revient de plusieurs blessures. On sent qu'il a du mal. On sent qu'il était très nerveux hein, jusqu'à à la fin du match. Après un carton jaune, il n'arrêtait pas de se lamenter sur les coups qu'il prenait, sur des fautes non sifflées. Il y a ce fameux penalty. Ce fameux penalty pour toi ou pas? Non, il la grippe juste un petit peu, mais ça suffit pas à le faire tomber. Moi, il y a pas du tout penalty. On est d'accord. Enfin, voilà, toute une nervosité sur Neymar et bon, même si c'est pas terrible en termes de preuves comment dire, de force d'esprit pour une compétition internationale, on peut un petit peu comprendre cette émotion de la part du numéro 10. Un autre joueur qui a plutôt passé au travers de son match, c'est Willian, qui a été remplacé à la mi-temps par Douglas Costa. Qu'est-ce que tu penses de ce remplacement et de l'entrée de Douglas Costa? Bah, ouais, sur Willian, c'est vrai qu'il a fait, pour un très mauvais match, on l'a pas beaucoup vu et quand on l'a vu, c'était pour, des mauvais choix et déjà le premier match, il a pas été terrible. Donc j'ai bien aimé, que Tiff, le sorte dès la mi-temps. Pour moi, c'était mérité et en plus, Douglas Costa a fait, une très bonne rentrée. Donc je pense qu'il marque des points, pour le prochain match, il peut être, titulaire à la place de Willian. Personnellement, j'ai énormément apprécié le changement à 0-0 en plein milieu de seconde mi-temps où Tite sentait que il fallait pousser. Et ce changement, cette sortie de Paulinho pour Firmino, passant l'équipe presque en 4-2-4, le tout pour le tout, l'attaque pour l'attaque, c'est un super état d'esprit, ça par contre. Aussi, ouais, c'est vrai qu'il a fait un bon changement. C'est vrai que Gabriel Jesus aurait pu sortir. Mais ouais, ce passage, presque en 4-2-4, effectivement. En plus, Firmino, je trouve qu'il est bon dans ce rôle-là où il peut partir, d'un peu plus loin. Il peut combiner avec, tous les joueurs, de qualité qu'il y a autour de lui. Donc c'est vrai que ce passage avec un Firmino, du coup, qui pourrait jouer à la place de Paulinho et qui permettrait de jouer plus offensif peut être, très intéressant pour le Brésil et on n'avait pas vu encore, cette association, entre les 2 devant. Ouais, sortir Gabriel Jesus, en même temps, c'est lui qui fait l'appel, qui se pivote pour passer le ballon. Bon, c'est un peu involontaire, mais c'est lui qui crée l'action pour que Philippe Coutinho fasse le premier but. Prochain match, dernier match contre la Serbie, un match qu'il va falloir gagner pour s'assurer la première place. Est-ce que tu as vu, malgré la victoire compliquée, difficile, est-ce que tu as vu de meilleures choses que contre la Suisse, selon toi? Est-ce que ce Brésil t'a rassuré? Rassuré, pas totalement, mais un petit peu. Après la première mi-temps, je l'ai trouvée, quand même assez mauvaise à part, 10 minutes, où ça a commencé avec, le but hors jeu de Gabriel Jesus. La première mi-temps, ça vraiment difficile. La deuxième, je trouve que c'était mieux en plus, par rapport, Costa Rica qui joue avec un bloc très bas, c'est compliqué de faire des différences. Et Navas aussi qui a fait encore, un très gros match. Donc je pense que par rapport à la Suisse, oui, il y avait du mieux. Et du coup, on va voir comment ça donnera le troisième match contre une bonne équipe. Ça permettra de voir si l'équipe arrive à monter en puissance et peut se libérer un peu avec cette première victoire.
Serbie qui, selon son résultat contre la Suisse, puisqu'à l'heure on enregistre, le match démarre d'ailleurs, et nous n'avons pas encore le résultat de Serbie-Suisse, les Serbes donc qui, selon le score de ce match, devront sortir ou devront peut-être garder un match nul. La physionomie du match peut vraiment être différente selon l'un ou l'autre des cas. Merci beaucoup Marcelin, et on se retrouve pour le prochain match du Brésil. Merci à toi, salut. Dépoussiérons maintenant notre dossier à vieux scandale avec Nicolas Cougo qui nous raconte dans son histoire du jour l'affaire des cachirules mexicains de 1988. Samedi, le Mexique pourrait valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une sorte de vieille habitude. Un simple coup d'œil sur l'histoire montre en effet que depuis leur Coupe du Monde de 1986 et un quart de finale disputé à la maison, le Mexique va toujours en huitièmes de finale d'une phase finale de Coupe du Monde. Jamais plus loin, mais toujours en huitièmes. Alors si vous comptez bien, cela devrait donc signifier que cela fait 7 fois consécutives que le Mexique arrive à ce stade. Malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas, cela ne fait que 6. Comment est-ce possible, me direz-vous? Tout simplement parce qu'une fois, le Mexique n'a même pas été qualifié pour la phase finale. Cette unique fois, c'est en 1990 lors de la Coupe du Monde en Italie, alors que le Mexique comptait une génération dans ses rangs de joueurs tels qu'Alfredo Tena, Benjamin Galindo, Carlos Hermosillo ou encore, et surtout, Hugo Sanchez. Je pense que les amateurs de football espagnol connaissent l'immensité du talent d'Hugo Sanchez et qu'il n'est pas nécessaire de présenter le personnage. Mais alors vous me direz, comment ce Mexique-là a-t-il fait pour ne pas se qualifier? Tout simplement, il n'a pas été autorisé à participer aux qualifications, la conséquence d'une sanction de la FIFA causée par un immense scandale qui s'appelle au Mexique le scandale de los cachirules. Au Mexique, le terme cachirules aurait deux origines possibles. Soit un personnage pour enfants de la télévision des années 50-60, nommé Cachirulo, et qui était joué par un acteur adulte bien plus âgé que le personnage qu'il jouait. Soit il viendrait de cachirulo, une pratique du début du XXe siècle, utilisée dans le monde du football, et qui consistait à faire jouer des joueurs qui n'appartenaient pas à une équipe afin d'éviter le forfait de celle-ci, et surtout de cacher le fait que ces joueurs n'appartenaient pas à cette équipe. Donc évidemment, à l'évocation de l'origine ou des origines du terme cachirules, vous commencez à deviner ce qui est concerné par le scandale. Il s'agit tout simplement d'une fraude à l'âge des joueurs. Cette fraude se produit lors des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde U20 de 1988 et plus précisément du tournoi de la CONCACAF qui est qualificatif pour cette Coupe du Monde de la catégorie. Pour se qualifier, le Mexique devait donc bien figurer dans ce tournoi et après avoir dominé son groupe, 4 victoires en 4 matchs, 15 buts marqués, un seul but encaissé, il se retrouve tout naturellement en phase finale de celui-ci avec à côté de lui le Costa Rica, les USA et Cuba. Le jour où le Mexique s'impose face à Cuba, l'article Cachirules en el Tri Juvenil est publié dans le quotidien Ovaciones. Dans celui-ci, Antonio Moreno, un journaliste à Imevision qui est aujourd'hui TV Azteca, décrit que 4 joueurs participant au tournoi avec le Tri, José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez et Aurelio Rivera, n'ont pas l'âge requis, c'est-à-dire moins de 20 ans, et que cet âge-là a été falsifié par la fédération. Suite à son papier, Antonio Moreno est soutenu par un de ses collègues, José Ramón Fernández, qui est une institution au pays, qui travaille également pour Imevision à la télé cette fois-ci, et qui en parle dans son émission. La Fédé va dans un premier temps nier, mais le scandale ne met pas bien longtemps à éclater, surtout quand les preuves de cette falsification sont dévoilées dans les médias, qu'ils soient écrits ou télévisuels. C'est ce scandale se répandant dans divers médias, il va forcément arriver jusqu'aux oreilles d'autres fédérations, à commencer par la fédération américaine, qui va demander une enquête auprès de la CONCACAF, demande qui est appuyée ensuite par la fédération du Guatemala. Alors je vous la fais courte, mais le 19 mai, une commission d'enquête de la CONCACAF, menée par José Ramón Flores, un salvadorien, confirme les faits, et la conséquence est simple, le Mexique est tout simplement disqualifié du tournoi. Plusieurs de ses dirigeants, qui ont été impliqués dans ce scandale de triche à l'âge, sont exclus par la CONCACAF, et les U20 donc de Francisco Avilán n'iront pas à la Coupe du Monde. Le président de la fédération, Rafael del Castillo, décide alors d'aller à Zurich faire appel auprès de la FIFA, espérant obtenir le soutien de celle-ci. Excellente idée, parce que la FIFA va décider d'aller
tout simplement plus loin et de durcir la sanction. Le Mexique va être tout simplement exclu de toute compétition organisée par l'instance suprême pour 2 ans. Cela a 2 conséquences, pas de Jeux Olympiques de Séoul de 88, mais surtout, pas de possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde 1990 pour l'équipe A. Et voilà donc comment le quart de finaliste de 1986 sera absent de l'édition suivante, et comment donc l'une de ces belles générations, emmenée par Hugo Sanchez, considéré donc par certains comme le meilleur joueur mexicain de l'histoire, sera privé du grand rendez-vous mondial. Hugo, qui avait marqué en 1986, sera finaliste de la Copa América en 1993 et viendra faire une apparition, sa dernière avec le Tri en Coupe du Monde, lorsque celui-ci est de retour lors de la Coupe du Monde américaine et sera éliminé, devinez quoi, en 8e de finale, donc par la Bulgarie. Depuis donc, jamais le Mexique n'a manqué ce rendez-vous, jamais il ne s'est pas qualifié pour le tour final. Une qualification que le Mexique peut obtenir dès ce samedi face à la Corée du Sud, mais une qualification qui pourrait être, tenez-vous bien, remise en cause par la FIFA elle-même et une fois encore, en raison des cris homophobes lancés par les supporters du Tri dans les stades, cris qui commencent à exaspérer la plus haute instance du football mondial et dont, selon certains médias mexicains, pourrait entraîner une sanction de points qui, vous le comprenez, pourrait remettre en question cette qualification pour les 8e. Mexico, on y est, on y reste. Accueillons Diego Tonatiuh Calmar pour faire le point sur le Tri tombeur du champion du monde. Hola Diego, ¿qué onda? ¿Qué onda, ça va? Bah moi aussi, ça va très bien. Là, on vient de vivre. Nous, on va très bien. Une victoire très folle, dure, tout en souffrance, mais très folle. Mais là, on est là pour parler du Mexique. Et moi, ma première question, après l'exploit contre l'Allemagne, cette victoire 1-0, est-ce que les Mexicains sont redescendus de leur nuage? Les Mexicains, en général, je pourrais pas te dire. Hein, je pense que non. En général. Par contre, les joueurs, moi, je suis pas sûr qu'ils soient, enfin, même s'ils sont montés émotionnellement très haut, ils ont très vite été remobilisés par l'objectif de la qualification. On a entendu Osorio, on a entendu Chicharito, lui qui a fini le match en pleurs quand même, parler de la suite. C'est Herrera, il me semble, le milieu de terrain, qui a dit à la fin du match, ça sert à rien d'avoir battu l'Allemagne si c'est pour ensuite perdre les 2 prochains matchs. Donc, je pense que oui, ils restent mobilisés, et ils sont conscients qu'ils n'ont encore rien fait finalement. Tu parles d'exploit, oui, c'est quelque chose d'incroyable de battre l'Allemagne. Après, moi l'exploit, je vois ça comme, tu sais, un match où tu as une seule occasion et que tu marques sur un coup de pied arrêté et sur ta seule occasion et après tu bétonnes tout le match. Or, footballistiquement parlant, ça c'est pas un énorme exploit finalement. J'ai l'impression que si on rejouait le match, le Mexique pourrait en fait refaire la même performance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a eu quand même beaucoup d'occasions. Il y a eu un jeu qui a été clair. C'est pas juste un coup de chance ce qui s'est passé. Oui, je suis assez d'accord, hein. Surtout en première mi-temps, le Mexique a eu plus d'une occasion. Donc c'est sûr que c'est pas un exploit tombé de la grâce divine, c'est quelque chose de construit et de travaillé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais finalement, alors, après le match, juste pour revenir sur ce match, c'est finalement les vrais débats qu'il y a eu à la fin. C'est donc plus que la jubilation, c'était surtout autour d'Osorio, parce qu'Osorio qui a été énormément critiqué, le coach, durant les 3 ans depuis qu'il coach le Mexique. Il y a plein de débats qui ont été sur alors toi tu critiquais avant, regarde ce qu'il a fait lors de ce match-là, parce que c'est clairement une victoire. Beaucoup ont dû presque s'excuser, beaucoup ont dû se justifier d'avoir critiqué Osorio avant, puis plus maintenant. Il y a eu des débats enflammés entre d'anciens sélectionnés, Garcia Aspe notamment sur Fox. Enfin voilà, c'était surtout assez tendu en fait finalement à la fin du match sur les plateaux pour savoir qui avait eu raison ou non de critiquer Osorio. Un peu de la même manière qu'après la Coupe du Monde 98, beaucoup avaient débattu sur qui avait critiqué, qui avait osé critiquer Aimé Jacquet.
Donc voilà, c'était assez comique. Règlement de compte, donc. Mais est-ce que maintenant la question, comme l'ont dit Chicharito, Zorio, Herrera, c'est donc maintenant il s'agit comment dire, de faire fructifier cette victoire et de ne pas se perdre dans les prochains matchs. Le prochain match en l'occurrence c'est la Corée du Sud qui aura tort de se rattraper après sa défaite contre la Suède. Quel est le plan d'attaque pour les guerriers Taegouk, enfin pour le Mexique contre les guerriers Taegouk? Bah déjà, faut se dire qu'à la base, ce match a vraiment été coché sur le calendrier comme étant l'un des plus importants. Parce que, évidemment, il y avait l'Allemagne en ouverture, mais dans l'éventualité d'une non-victoire, donc ça aurait été un nul ou une défaite, au Mexique, on se disait que le match contre la Corée allait être très important parce que c'est peut-être là, sur ce match-là, qu'il faut prendre des points. Moi, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que même si le Mexique perdait contre l'Allemagne, c'était catastrophique. Le match contre la Corée était vraiment très important pour gagner. C'était le match qu'il fallait gagner. Donc finalement, je pense pas qu'ils vont prendre ce match à la légère et surtout, je pense que ce match-là, ils avaient déjà commencé à le préparer et ils l'avaient déjà considéré sérieusement. Peut-être avec un peu plus de pression désormais après avoir battu les Allemands. Mais quoi qu'il arrive, je pense que peu importe le score qu'il y a eu face à l'Allemagne, le Mexique partait déjà légèrement favori face à la Corée, je pense. Donc voilà, ça va être pris de la même manière. Il y a 3 changements prévus dans l'équipe. Peut-être que tu veux que je te donne la compo normalement. C'est ce que j'allais te demander. J'allais dire avec Osorio, pour terminer, avec Osorio, on est toujours habitué à un énorme turnover selon l'adversaire, selon les phases de jeu presque. Du coup, à quoi on peut s'attendre comme 11 face à la Corée du Sud? Bah oui, c'est le spécialiste des rotations, mais finalement, là, on est sur une des périodes avec le moins de rotation. Hein, depuis qu'il est là, les dernières compositions n'étaient pas si changeantes que ça. Là, il y aurait 2 changements, d'après ce qu'ont vu les observateurs. Il y aurait éventuellement 2 changements de joueurs et 3 changements de position. Donc, je m'explique. En défense, normalement, Salcedo, qui était latéral, devrait passer en arrière central, remplacer Ayala, donc. Et ce serait Edson Alvarez sur le côté droit, Edson Alvarez de l'América, très jeune, 21 ans. Et l'autre changement, ce serait en attaque. Raúl Jiménez est annoncé pour jouer en pointe à la place de Chicharito. Voilà, donc après, tout le reste, ça devrait rester sensiblement la même base. Évidemment, Guardado, Herrera au milieu, ça change presque jamais. C'est la base. Évidemment, Lozano à gauche. Évidemment, Vela fait partie du plan de jeu de Osorio. Chicharito, il y a eu pas mal de débats autour du joueur parce qu'il a été très bon dos au but. Là où il a pêché, c'est comme d'habitude balle au pied lors des contres. Mais son jeu dos au but a été très précieux face à l'Allemagne. Donc voilà. Mais finalement, il va laisser sa place. Donc peut-être plutôt un jeu de rapidité qu'un jeu de fixation en attaque pour les Mexicains. Bah écoute. Après, Jiménez peut faire ce rôle-là. Hein. Il est grand, il est plus costaud que Chicharito. Il peut éventuellement le faire. Il apporte beaucoup de vitesse aussi. Moi, je vois le Mexique quand même porter plus le ballon. Mais voilà. Merci beaucoup Diego. Et on se retrouve demain, si possible, pour débriefer ce Mexique-Corée du Sud. Salut Diego. Tournons-nous maintenant vers l'adversaire des guerriers aztèques, les guerriers Taegouk de Baptiste Maurigal. Bonjour Baptiste, comment vas-tu ? Salut Simon, ça va bien et toi ? Ça va très bien. Alors, on vient de voir le Mexique avec Diego. Maintenant, on va voir son adversaire, la Corée du Sud, qui n'arrive pas du tout avec le même état d'esprit, on l'a vu, puisqu'elle a perdu son match inaugural contre la Suède, 1-0. D'abord, avant toute chose, comment les Coréens récupèrent de cette mauvaise entrée en matière ? Eh ben écoute, on pouvait les penser défaitistes, mais ils se disent là maintenant, on a raté notre plan face à la Suède, on n'a plus rien à perdre, on va tout donner face au Mexique parce que de toute façon on veut aller loin et donc il faut vraiment battre le Mexique, donc on va tout donner. Alors ok, on peut dire que c'est une parole qu'on entend dans toutes les équipes qui ont été battues, mais je suis en train de me dire que peut-être les joueurs commencent à en avoir marre d'être critiqués à la maison, et puis surtout de devoir se plier à des tactiques dont ils n'ont pas vraiment envie de respecter, par à la fois Stelique avant et maintenant Shin Tae-yong, qu'ils sont peut-être en train de prendre le pouvoir et se dire bon, nous on va jouer avec comment on sait jouer, on va jouer ensemble, tous ensemble, Shin Tae-yong il va faire son truc dans son coin, et nous, sur le terrain, on va faire notre truc.
Voilà comment je le vois et que j'aimerais bien que ça se passe, parce on commence vraiment à en avoir marre de Shin Tae-yong. Voilà, donc je Mais pense qu'ils sont reboostés et en plus il y a le président qui va être là, le président coréen Moon Jae-in. Donc ça va faire une petite pression en plus et on sait très bien que quand ça va être devant le président, il va falloir être exemplaire. Donc pourquoi pas les joueurs être vraiment révoltés cette fois contre le Mexique. d'accord. Et du coup, d'après ce qu'on comprend, il y aurait presque une prise de pouvoir des joueurs. Ce serait presque les joueurs qui prépareraient ce match contre le Mexique. Bah, oui, parce que d'un côté, il y a Kujachol qui était en conférence de presse dans la semaine et qui a dit que tout le monde s'était concentré, donc à la fois le staff et les joueurs, sur le match de la Suède. Donc ça montrait encore bien que c'était ce match en priorité et que pour préparer le Mexique, les données, donc les stats, les tactiques, toutes les informations qu'il pouvait y avoir sur cette équipe du Mexique avant la Coupe du Monde étaient disponibles sur les tablettes sur des tablettes qui sont données aux joueurs. Et c'était les joueurs eux-mêmes qui consultaient en fait quand ils voulaient, donc pendant les trajets en bus, en avion, dans leur chambre, etc. Quand ils voulaient, ces données-là. Donc ça veut dire que ce sont les joueurs qui se sont préparés de leur côté. En plus, Kujachol a dit que après avoir vu toutes ces stats, ils ont discuté entre eux. Donc, je me dis que d'un côté, Shin Tae-yong va pas forcément être le plus à même de leur donner des consignes. Bon, après, ça sera le sélectionneur, il va forcément donner ses consignes. Il a déjà dit qu'il allait encore changer quelques trucs, donc on va pas retrouver la même équipe que face à la Suède, ça sera encore une autre formation, donc on est encore dans le... C'était mon prochain point. C'est parfait. Mais pour terminer cette page, ce petit point Corée du Sud, eh bien, déjà, rassure-nous, est-ce que c'est fini les bobos? Est-ce qu'il n'y a pas de bobos? Tout le monde va bien du côté des Coréens? Et ensuite, est-ce qu'on peut, et tu l'avais amorcé, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Et quels seraient-ils? Alors, déjà, Park Joo-ho, la Coupe du Monde est finie. Donc, il est sorti blessé face à la Suède. La Coupe du Monde, c'est terminé. Et après, pour les 22 autres joueurs, donc il n'a pas été remplacé. Pour les 22 autres joueurs, il n'y a pas de bobo. Normalement, tout le monde sera disponible. Dans les changements, donc forcément, Park Joo-ho va pas être titulaire. Voilà. Donc, on ne sait pas encore qui va être son remplaçant. On pense que Kim In-woo pourrait être remis pour le remettre en selle parce que c'est lui qui est fautif sur le penalty, ou alors Shin Tae-yong va le sanctionner, ce que je trouverais un peu léger parce qu'il en a pris vraiment plein la gueule. Il était en larmes après le match et franchement il mérite pas ça. Donc soit il est sanctionné et on voit Hongchel. Donc voilà, il y aura sur le côté gauche. Après en défense sur les autres joueurs, on ne voit pas de changement peut-être arriver. Au milieu, Kujachol pourrait sortir pour laisser sa place à Jung Woo-young. Et en attaque, on sortirait Kim Shin-wook pour mettre Lee Seung-woo et passer en 4-4-2 avec Son Heung-min et Wang Hee-chan les deux en pointe. Sachant que les joueurs ont bien compris que le Mexique ne jouera pas comme la Suède et que forcément il va falloir aller beaucoup plus vite, ça va attaquer vraiment rapidement. Et donc, il va vraiment falloir faire des vraies contre-attaques et que les joueurs sont moins physiques. Donc, peut-être que la stratégie sera là, pour le coup, la vraie stratégie asiatique, c'est de mettre du rythme, de l'intensité et de se projeter très vite vers l'avant. Surtout qu'ils ont tous dit que d'avoir vu le Japon et même l'Iran faire des bonnes performances, ça leur donnait envie d'être... ils sont inspirés, exactement. Donc, qu'ils arrêtent de vouloir faire quelque chose qui ne leur correspond pas et qu'ils jouent comme ils savent jouer, c'est-à-dire comme le Japon a joué la dernière fois, mettant du rythme, des passes courtes, se projeter très vite vers l'avant, courir dans tous les sens. Ça, ils savent le faire. J'espère qu'ils vont le faire. Voilà. Bien. Eh ben, écoute, on leur souhaite le meilleur à ces Coréens. Merci beaucoup, Baptiste. Et on se retrouve demain pour débriefer, avec toi d'ailleurs, on se retrouve demain pour débriefer le match de la Corée du Sud et pour briefer le match du Japon. Merci beaucoup, Baptiste. Eh bien, merci à toi. Ciao, ciao. Salut à tous. Allez, finissons sur une touche méditerranéenne avec la Tunisie de Farouk Abdou qui s'apprête à défier les Diables Rouges. Salam alaikum, Farouk, comment vas-tu ? Salut Simon, comment ça va ? Ça va très bien, écoute. Nous allons parler ensemble de la Tunisie, les Aigles de Carthage qui avaient failli créer l'exploit en ramenant un point de sa rencontre face à l'Angleterre, mais qui a craqué dans les derniers instants sous les coups de Harry Kane, du roi Harry. Comment on a vécu cette défaite en Tunisie ? Est-ce que les Tunisiens se relèvent de ce coup pris sur la tête, d'y avoir autant cru
Eh bien, le coup est quand même assez dur et il a fallu quand même beaucoup de jours pour s'en remettre. Disons qu'il y a deux manières de lire la rencontre. Il y a les gens qui, disons, nonobstant le jeu ou l'absence de jeu pratiqué, le fait que la Tunisie ait beaucoup couru derrière le ballon et beaucoup plus subi qu'essayer de produire quelque chose, enfin en de très rares occasions, mais ils saluent le côté guerrier, résistant d'un bloc qui n'a pas lâché jusqu'aux arrêts de jeu. Et une autre partie non négligeable de l'opinion qui critique fortement la différence entre le jeu plaisant qui avait été montré lors des matchs amicaux et finalement on va dire le quasi-néant du match face à l'Angleterre, où hormis ce penalty très heureux avant la mi-temps, quelques situations intéressantes, la Tunisie a trop peu porté le ballon, l'a trop peu conservé, l'a très souvent raté sur des imprécisions, s'est cantonné à défendre et à essayer de résister de bout en bout et ne s'est pas montré dangereuse en deuxième mi-temps. Il y a vraiment des gens qui sont très critiques là-dessus, qui se disent qu'on revoit un petit peu les matchs des dernières participations à la Coupe du Monde où l'équipe ne produit pas de jeu, et les gens sont très critiques à ce sujet-là. Oui, et bien écoute, après tant de déceptions, la Tunisie, on peut faire le parallèle avec le Maroc, mais inversé. C'est-à-dire que la Tunisie va rencontrer la Belgique après avoir rencontré l'Angleterre. C'est-à-dire que la Tunisie était placée elle aussi dans une poule avec deux mastodontes. Le Maroc, lui, a commencé par l'adversaire qui était de son envergure avant de se taper les deux monstres. Et la Tunisie, elle fait l'inverse. Elle a joué l'Angleterre, elle va jouer la Belgique, le deuxième gros morceau de cette poule. Comment plutôt les Tunisiens abordent ce deuxième match fort compliqué et qui peut déjà leur faire dire au revoir à la Coupe du Monde? Eh bien, il y a quand même pas mal de questions sur la capacité que va avoir cette équipe à essayer de prendre un petit peu de possession aux Belges. Puis on l'a vu face au Panama, procède par vagues successives, récupère le ballon assez facilement. On quand même beaucoup de présence offensive, beaucoup de bons manieurs de ballon dans cette sorte de 3-4-3 assez agressive et où beaucoup de techniciens peuvent varier les options, les offensives ou chercher directement la pointe Romelu Lukaku. Disons qu'il y a pas mal d'impréhension sur comment la Tunisie va résister. Il y a une composition d'équipe qui circule depuis quelques heures qui, disons, ne propose pas nécessairement les modifications qui étaient attendues. On parle de la titularisation du Han Benalouane en défense centrale à la place de Siam Ben Youssef, ce qui est un petit peu surprenant au regard du match de Ben Youssef, qui avait été globalement assez fiable sur les interventions qu'il a dû faire. Et la titularisation de Seyfeddine Kaoui au milieu de terrain. La principale interrogation, c'est est-ce que ces modifications vont vraiment corriger les deux principales carences qu'on a vues, l'incroyable faiblesse tunisienne sur les coups de pied arrêtés défensifs et la capacité à vraiment faire des combinaisons ou des triangulations beaucoup plus haut sur le terrain pour que Khazri voit plus de ballons, puisse avoir plus de possibilités. Il y a beaucoup d'interrogations sur ce sujet-là. Très bien, écoute, des interrogations auxquelles on aura la réponse demain avec ce match à 9h du matin contre la Belgique. Et puis tu m'as dit que Benalouane allait être titularisé en tant que supporter stéphanois. Ça ne me rappelle pas toujours des bons souvenirs. J'espère que ça se passera mieux pour les Aigles de Carthage. Merci beaucoup Farouk, et puis on se retrouve demain pour débriefer ce match contre la Belgique. Merci Simon, à bientôt. Allez, on reprend tout depuis le début, c'est le récap de la veille. Dans le groupe D, le Nigeria sort la tête de l'eau et nous offre une troisième journée de folie en s'imposant sur l'Islande 2-0. Croatie 6 points, Nigeria 3 points, Islande et Argentine 1 point chacun. Dans le groupe E, le Brésil est venu à bout du Costa Rica non sans trembler 2-0 et la Serbie s'incline face à la Suisse 2-1 sur fond de tension balkanique. Brésil et Suisse prennent la tête au coude à coude, 4 points, la Serbie est encore dans la course avec 3 points. C'est en revanche fini pour le Costa Rica, 0 points. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 9e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le mythique Galvão Bueno qui nous fait revivre la victoire du Brésil dans la VO du jour. All you go! Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée dans ce mondial russe. Salut les amis. Cruzamento, é bom, toque de cabeça, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
Tocou pra frente, não apita não. Douglas Costa bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! No centro de campo.